Nous recevons Aurélien Bigot, chercheur sur la transition énergétique des transports, auteur de Voiture Fake or Not aux éditions Tana. Bonjour. Bonjour. Nous connaissons aujourd'hui la place de la voiture dans notre univers, dans notre monde. Quelle sera la place de la voiture demain, dans le monde de demain? C'est la grande question que tout le monde se pose. Aurélien Bigot, la place de la voiture aujourd'hui. Je donnais des chiffres avant que vous n'arriviez. 38 millions de voitures en France aujourd'hui. 80% des ménages ont une voiture et 35% en possèdent deux. Donc cette place, la place de la voiture est essentielle. Vous avez d'autres chiffres pour nous montrer que cette place est essentielle? Oui, c'est ça. En fait, c'est le mode de transport qui domine très largement nos mobilités sur les différents critères qu'on peut prendre. En gros, la voiture, c'est de l'ordre des 2/3 ou quasiment 2/3 de nos déplacements, des temps qu'on peut passer dans les transports ou encore des kilomètres qu'on peut parcourir chaque année. Donc c'est une place vraiment majeure dans les mobilités. Et il y a une vraie prédominance et même une dépendance à la voiture pour énormément de personnes finalement. Ouais. Qui, dans leur trajet, n'ont pas d'autres possibilités, d'autres choix que d'utiliser la voiture. Et très souvent, la voiture individuelle, donc c'est aussi un usage qui est assez souvent individuel. Par exemple, sur le trajet domicile-travail, c'est 9 voitures sur 10 pour lesquelles il y a une seule personne à l'intérieur du véhicule. Et puis aujourd'hui, aussi un usage qui repose essentiellement sur le pétrole, aussi avec les défis que ça peut poser. Évidemment, nous allons parler de la voiture électrique et d'autres, les agrocarburants, l'hydrogène, enfin, les carburants de synthèse. Mais je voudrais m'attarder sur la voiture. 3 trajets par jour en moyenne. C'est ça c'est tout déplacement confondu, donc c'est voiture et autres modes de transport. Après, comme la voiture fait à peu près 2/3, c'est 2 trajets. Alors 26 km/h de moyenne. C'est ça c'est sur les trajets du quotidien, tout mode de déplacement confondu, encore une fois. Donc par exemple, la marche va un peu réduire cette moyenne. Oui, évidemment. La voiture, c'est un peu 20 minutes par déplacement à peu près. C'est ça, et ça on le retrouve sur les différents modes de transport, c'est-à-dire que les différents modes de transport vont être utilisés sur ces durées-là. Mais bien évidemment, quand on fait 20 minutes de marche, on va beaucoup moins loin que si on fait 20 minutes de voiture ou même 20 minutes de vélo qui permettent d'aller plus loin, ou 20 minutes de transport. Alors, les Français font en moyenne 6 voyages de plus de 80 km par an, j'ai vu. Oui, c'est ça. C'est une moyenne. J'ai trouvé ça très intéressant. C'est une moyenne. Après, il y a des disparités très fortes, d'autant plus sur les déplacements de longue distance. Il y a des inégalités plus fortes, en particulier selon les revenus. Mais c'est vrai que la moyenne n'est pas si importante que ça, en tout cas sur des déplacements qui sont à plus de 80 km du domicile. Alors, vous débusquez de nombreuses fausses informations dans votre livre, c'est très intéressant, puis on apprend aussi beaucoup de choses, et j'ai appris, je ne le savais pas, qu'en 1900, écoutez bien, 38% des voitures qui roulaient aux États-Unis étaient électriques. Oui, c'est ça, il y a une concurrence vraiment entre entre différentes motorisations sur les débuts de l'automobile, donc sur la fin du 19e siècle. Il y avait les voitures à pétrole qui étaient en concurrence avec l'électrique, donc qui n'existait pas une technologie nouvelle. Et puis aussi avec les voitures à vapeur pendant un temps aussi. Le charbon, c'était. Voilà, c'est ça. Oui. Et puis c'est le pétrole qui a remporté la mise, alors que typiquement la voiture électrique avait un certain nombre d'avantages sur certains aspects. Et en tout cas, il y a notamment ce qui est assez amusant, c'est que la première voiture dans le monde à avoir dépassé les 100 km/h, c'est une voiture électrique. Et c'était aussi en 1900, en 1899. Alors là, j'ai appris ça. La première voiture qui a dépassé 100 km/h était une voiture électrique. Ça, j'ai appris ça. Non, mais je dis ça parce que tous ceux qui protestent, tous ceux qui ne veulent pas de l'électrique, je défends pas l'électrique ici. Et nous allons voir pourquoi l'électrique est aussi perçu comme une contrainte. La voiture électrique, par beaucoup de Français, ce que je comprends d'ailleurs, vraiment. Donc, on n'est pas là pour être pour ou contre l'électrique. On est là pour regarder les choses calmement et avec nuance. Alors, avant de passer à la voiture électrique, il faut savoir que nos impôts paient l'auto. Nous payons beaucoup pour l'automobile à travers nos impôts. Oui, c'est ça. Il y a des investissements publics qui sont importants pour permettre le développement de l'automobile. En tout cas, finalement, la dépendance dans laquelle on est arrivé, elle a été quelque part un peu souhaitée aussi. En tout cas, ce développement de l'automobile a été souhaité, notamment via les infrastructures de transport. Il y a toujours des constructions aussi de routes ou d'autoroutes actuellement en projet en France. Ça peut être via le soutien aussi globalement à la filière automobile de manière générale, que ce soit Donc on encourage encore les Français à acheter et à utiliser des
voiture. Oui, quand on voit un certain nombre d'aides publiques qu'il peut y avoir, il y a un soutien à la filière automobile qui est quand même assez clair sur un certain nombre de politiques publiques. Après, il y a aussi des soutiens à d'autres modes de transport. Bien mais sûr. Disons que si jamais on veut réussir à l'avenir à réduire l'usage de la voiture, à passer à des mobilités plus durables globalement, c'est sûr qu'il faut questionner aussi tous les soutiens qu'il peut y avoir. Autre question aussi, autour de la mobilité, l'usage de la voiture. On n'est pas obligé de rouler toujours seul au volant. Exactement. Après, en effet, il y a plusieurs manières. Le covoiturage, la co-utilisation, si je puis dire, du véhicule. Exactement. Il y a plusieurs manières finalement d'optimiser nos usages actuels, qui en fait, typiquement, quand on regarde le type de véhicule qu'on a, on a des véhicules qui sont assez surdimensionnés par rapport à un grand nombre de nos usages. Donc, on a des véhicules de 5 places qu'on utilise souvent avec une seule personne à l'intérieur. On a des véhicules neufs qui sont vendus permettent d'aller à 180 km/h, ce qui est une vitesse aussi largement supérieure à ce qui est possible légalement de faire en France. Et du coup, en fait, on a des intérêts aussi à aller vers des véhicules potentiellement plus sobres ou davantage à covoiturer pour utiliser leur juste capacité les véhicules qu'on a actuellement. Aurélien Bigot, avant de parler justement des agrocarburants, de l'hydrogène, des carburants différents du pétrole, de l'essence, pourquoi parfois la voiture électrique est-elle perçue souvent comme une contrainte, selon vous ? D'ailleurs, vous appelez, Christophe va appeler. Christophe est à Montpellier, il va intervenir. Allez-y, pourquoi est-ce qu'elle est perçue comme une contrainte ? C'est-à-dire qu'il y a un changement qui est très fort actuellement, qui est porté par des exigences en termes de climat, en termes de pollution de l'air également, à se tourner vers l'électrique, qui est la meilleure ou la moins mauvaise des solutions, quelque part, pour se séparer du pétrole. Et comme le changement est assez rapide, il est porté par les politiques publiques de manière forte, et avec des fois des difficultés pour les usagers à accéder à l'électrique pour différentes raisons. Il y a notamment la question de l'accessibilité financière. Bien sûr, énormément de personnes déjà n'ont pas accès au marché du neuf, donc même sur les voitures thermiques, potentiellement énormément de gens n'ont pas les moyens d'acheter une voiture neuve, d'autant plus si c'est une voiture électrique qui à l'achat est plus coûteuse. Après à l'usage elle l'est beaucoup moins. Mais il y a cette problématique d'accès financier aux véhicules électriques. Il y a aussi la question des bornes de recharge qui ressort aussi beaucoup quand on parle de la possibilité à se tourner vers l'électrique. Alors 2035, il sera impossible d'acheter des voitures thermiques neuves, on le sait. Nous avons, à propos d'électrique, je vais y revenir, mais Christophe, veut intervenir. Christophe est à Montpellier. Bonjour Christophe. Bonjour Jean-Jacques. Merci d'être avec nous, mon cher Christophe. Allez-y, qu'est-ce que vous voulez dire ? On se déplace trop en voiture, c'est ce que vous voulez dire ? C'est ce que je dis, oui, on se dépasse beaucoup trop et le fait d'avoir des voitures électriques, on va avoir la conscience tranquille en disant que c'est des voitures propres. Je prends comme exemple mon fils qui a une voiturette qui roule à 70 km/h et elle fait 350 kg. Oui. Voilà, aujourd'hui les voitures électriques ont un surpoids, du coup elles consomment plus de pneus, elles vont abîmer plus les infrastructures routières, les parkings seront peut-être plus adaptés parce qu'elles seront trop lourdes. Pour moi, c'est pas la bonne solution. Christophe, peut-être que les progrès technologiques vont alléger ces voitures électriques. Je ne sais pas, je pose la question. J'ai un doute. Oui, c'est une bonne remarque. Oui, alors sur les progrès technologiques, en effet, il y a eu des progrès qui ont permis de faire baisser finalement le poids des batteries pour une capacité de batterie donnée, baisser le prix aussi des batteries, mais jusqu'à maintenant, on en a beaucoup profité en fait pour faire des batteries plus grosses, avoir plus d'autonomie. Oui. Mais ça questionne un peu globalement, à la fois d'un point de vue environnemental, parce qu'il y a une grosse partie des coûts environnementaux qui sont sur la production de la batterie, et aussi d'un point de vue social, parce que quelque part, l'accès aux véhicules électriques sera d'autant plus facile qu'on se tourne vers des véhicules plus légers, plus sobres et qui n'ont pas une autonomie trop surdimensionnée. Donc plutôt des véhicules électriques adaptés aux usages du quotidien qui là vont être beaucoup plus vertueux d'un point de vue environnemental, d'un point de vue social aussi pour permettre cette électrification pour le Alors je voudrais préciser, puisqu'on dit toujours que les batteries sont fabriquées en Chine, je voudrais préciser que ça va cesser. Pourquoi ? Parce que la première usine française de batteries pour voitures électriques va ouvrir ses portes mardi, près de Lens. C'est un événement industriel majeur en France, vraiment majeur, parce que produire des batteries, la Chine a pris une avance considérable dans ce domaine. C'est une contre-prise à parts égales entre Total Energy, Stellantis, PSA, Fiat Chrysler et Mercedes. La première à ouvrir, il y en aura 4 en tout en France. C'est ça, il y a déjà 4 projets dans le nord de la France. 4 projets dans le nord de la France, et d'ailleurs, la France va exporter des batteries.
électrique à moyen terme. Oui, potentiellement. En tout cas, c'est vrai qu'il y a un grand nombre. Il faut se réjouir quand il y a une bonne nouvelle. C'est ça. En fait, les effets de l'électrification, potentiellement, ça peut être un levier aussi de réindustrialisation pour la France, d'avoir aussi une production des voitures électriques qui soient davantage faites en France. Mais aussi, c'est important de regarder l'amont de la filière, notamment sur les batteries, mais aussi potentiellement sur l'extraction des métaux ou leur raffinage, où aujourd'hui il y a en effet une dépendance qui est forte de l'étranger, et autant que possible les parties qu'on peut. Alors on rouvre aussi en France des mines de lithium, j'ai vu ça. En effet, le lithium, c'est une matière première qu'on va pouvoir produire en France. Alors la mine de lithium qui est prévue dans l'Allier, ça va être pour 2027-2028 de mémoire, donc c'est pas à très très court terme. Il y a un peu un temps de mise en place, bien évidemment, de ces projets-là, mais en tout cas pour le lithium, c'est une matière première qu'on va pouvoir. Vous pensez qu'on roulera électrique plus tard? Les agrocarburants, vous n'y croyez pas? Les agrocarburants, la limite, c'est essentiellement le potentiel de biomasse qu'on peut avoir de manière durable, donc plutôt à réserver pour des modes de transport qui n'ont pas d'alternative. L'hydrogène, où est-ce qu'on en est avec l'hydrogène? Eh bien, l'hydrogène, en fait, il n'y a pas grand monde qui investit dessus, ou finalement les projets qu'il y a fonctionnent assez peu, parce que c'est pas du tout la solution la plus efficace. Aujourd'hui, l'hydrogène est essentiellement produit à partir d'énergie fossile, plus de 95%. C'est vrai. Et puis, en gros, il faut produire cet hydrogène à partir d'électricité. Donc en fait, il y a besoin d'électricité quand même à la base. Et ensuite, cet hydrogène est de nouveau retransformé en électricité à l'intérieur du véhicule à hydrogène. C'est-à-dire qu'au global, il faut plus d'électricité pour faire rouler un véhicule hydrogène qu'un véhicule électrique, de l'ordre de 2,3 fois plus. Donc c'est une solution qui est moins efficace d'un point de vue énergétique. Les constructeurs allemands pensent beaucoup au carburant de synthèse. Qu'est-ce qu'un carburant de synthèse? Alors un carburant de synthèse, il y a un peu un lien avec l'hydrogène, c'est-à-dire que pour produire des carburants de synthèse, il faut d'abord prendre de l'électricité bas carbone, idéalement, produire de l'hydrogène bas carbone à partir de cette électricité, et ensuite combiner cet hydrogène avec du CO2 qu'il faut aller capter dans l'atmosphère, notamment. Oui, dans l'air. Qu'il faut aller capter dans l'air. Donc ça aussi, ça demande de l'électricité pour, à partir de cet hydrogène et de ce CO2, de les combiner pour faire des carburants de synthèse. Donc tout ce process-là, il est très gourmand en électricité. Et pour faire rouler un véhicule, une voiture par exemple, sur une même distance avec des carburants de synthèse plutôt que directement avec de l'électrique à batterie, il faut de l'ordre de 4 à 5 fois plus d'électricité. Donc c'est vraiment une technologie qui est beaucoup plus gourmande en énergie, en électricité. Et c'est pour ça que ça va pas être une solution de masse. Alors il y a une problématique vraiment très politique en Allemagne qui les a poussés à mettre en avant ces carburants-là, mais c'est très clairement une fausse solution, en tout cas pour les voitures. Oui, donc il n'y a pas une solution. Encore une fois, il y a les partisans de l'électrique, d'autres qui sont contre. Restons nuancés sur tout cela. Sur les voitures, c'est quand même l'électrique qui va s'imposer, parce que c'est sur ce segment-là, c'est ce qui est le plus pertinent. Et c'est là où les investissements, attention, parce qu'il faut regarder aussi les investissements qui sont faits, parce qu'on dépend de ces investissements, évidemment. C'est là où les investissements sont les plus importants. Oui, très clairement, les constructeurs maintenant sont engagés dans cette voie. Même pour un certain nombre d'entre eux, ils visent même une fin de vente des véhicules thermiques avant même 2035, parce qu'il y a aujourd'hui presque même cette course à l'électrique qui est valable au niveau européen, mais même plus globalement au niveau mondial. Donc ils ont intérêt à être dans les précurseurs de cette technologie qui est plutôt la technologie qui va s'imposer. Après, dès qu'on regarde un petit peu plus largement le mix énergétique des transports à l'avenir, donc quelles énergies vont être utilisées dans les transports à l'avenir, ce sera l'électrique. Principalement pour les voitures, mais potentiellement pour d'autres modes. Par exemple, si on parle du maritime ou de l'aérien, là l'électrique sera pas approprié, ce sera d'autres énergies. Donc il y aura un mix énergétique au global dans les transports, mais selon les modes de transport, bien évidemment, ce seront différentes énergies qui vont plus ou moins s'imposer. Oui, parce que nous aurons de plus en plus besoin de mobilité. Ça dépend comment on voit les choses, c'est-à-dire que après, typiquement, l'augmentation des distances de transport, à la fois, ça participe à l'augmentation des différents impacts environnementaux, et puis il y a aussi un coût social, un coût en termes de temps de transport, etc., à toujours allonger les distances. C'est vraiment une évolution majeure de nos mobilités par le passé, c'est qu'aujourd'hui on allonge les distances. C'est ça, on fait de l'ordre de 10 à 12 fois plus de kilomètres qu'il y a 2 siècles.
au moment où c'était la marge qui dominait. Évidemment. Et le fait d'avoir eu accès à des modes de transport rapides fait qu'on fait beaucoup plus de kilomètres, mais avec un certain nombre de coûts, que ce soit des coûts financiers, des coûts environnementaux, des coûts sociaux aussi pour ce qui est du temps passé ou encore du stress que ça peut générer de se retrouver. Alors beaucoup disent oui, c'est une question d'aménagement du territoire. Il faut absolument offrir à ceux qui sont obligés de prendre leur voiture d'autres moyens de transport. Bon, c'est bien beau à dire, mais enfin, dans les faits, c'est très difficile. On peut pas construire des lignes de chemin de fer partout en France et dans toutes les régions, même les plus reculées. Bon, il y a les bus, on est bien d'accord, mais la voiture reste essentielle et on ne se passera pas de voiture. C'est ça. En tout cas, en effet, l'idée c'est pas de complètement se passer de voiture. Oui. C'est plutôt de se dire qu'il y a tout un tas d'endroits où en tout cas on peut développer les pratiques alternatives à la voiture. Alors à certains endroits, faire plus de vélo sera pertinent, à d'autres ce sera plus difficile. Pareil pour les transports en commun qui sont d'autant plus efficaces que c'est dans des zones assez denses. C'est pour ça qu'ils sont. Et puis il y a la liberté individuelle de la voiture. Oui, c'est ça. Après, liberté aussi de pouvoir utiliser les autres modes de transport qui aujourd'hui sont pas forcément accessibles. Par exemple, pour des personnes qui veulent utiliser le vélo, il y a très peu d'endroits sur le territoire, par exemple dans les zones rurales, où c'est sécurisé de faire du vélo. Donc pour des personnes soit qui n'ont pas accès à la voiture ou qui souhaitent utiliser le vélo parce que c'est moins cher ou autre. Mais c'est le cas aussi pour d'autres solutions de mobilité. On peut parler du covoiturage, de l'autopartage, de véhicules plus petits, plus légers qui coûtent moins cher, qu'il faut aussi développer à l'avenir. C'est vraiment un ensemble de leviers, en tout cas, qu'il faut solliciter. Et en effet, la voiture ne disparaîtra pas, mais il faut réussir autant que possible à en changer aussi ses usages, moins l'utiliser aussi quand c'est possible. Merci Aurélien Bigot, c'est très intéressant. Merci pour l'invitation. C'est votre livre, hein. C'est votre livre. On parle beaucoup de l'usage de la voiture dans votre livre, mais aussi de tous les autres moyens de déplacement. Exactement. Merci beaucoup Aurélien Bigot, auteur de Voiture, Feuille, Cornotte aux éditions Tana.